podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un guerrier que ça fait longtemps qu'il fait du ultra-endurance. Il a fait quelques fois le Canada Man. Il a fait beaucoup de raids d'aventure. Il fait beaucoup de skimo. Il fait beaucoup d'apnée maintenant. Il a fait plusieurs sports, du vélo de montagne, du cyclisme. Donc, Jocelyn Corbeil, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah ben, merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Écoute, moi, je suis curieux de savoir, Jocelyn, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Hi, comment il est arrivé dans ma vie, mon sport? Moi, je viens d'une famille qui est sédentaire. Ma Mhm. mère, mon père, ma soeur, ils ont toujours fumé dans ma tête là, depuis que je suis tout petit. OK. Puis le sport, j'ai toujours voulu en faire, mais c'était comme dans une famille de sédentaires, c'était quand même assez difficile. Fait que, on avait des petits vélos à l'époque, puis ben on se promenait partout, puis on avait bien du fun. Fait qu'à un moment donné, en sixième année, j'ai un professeur qui nous expliquait les collèges privés où on pouvait passer la semaine à l'école à vraiment dormir là-bas, puis que là-bas, ben, il y avait plein de sports. Le collège Bourget à Rigaudon, un des collèges, puis c'est ça. Fait que là, je suis arrivé chez nous, tout excité. Là, j'explique ça à mon père et à ma mère. Je dis, hey, il y a des écoles où on peut faire du sport, là, puis on reste couché à l'école, puis aller au collège privé. Fait que je dis, je vais aller là, moi. Là, ma mère, elle dit, hein, ben là, là, mon père, il dit, ah, non, non, ça coûte ben trop cher, les collèges privés, puis ci, puis ça. Fait que là, j'ai parti une guerre entre mon père et ma mère pendant des années après parce que ma mère, elle disait, ben, s'il veut aller au collège, il va y aller. Puis mon père, il disait, non, moi, je paye pas pour ça. Fait que ma mère, qui avait une petite job de boutique, elle vendait du linge pour les petits messieurs, là, vraiment veston, cravate et tout ça, à Saint-Jérôme, ben, elle a lâché sa job pour aller faire des bobines de fil à Saint-Jérôme, là, des bobines de fil électriques je me souviens plus comment ça s'appelle, l'usine, là, mais elle a fait ça pendant 5 ans pour me payer le collège, imagine-toi. Wow! J'ai fait du sport à cause du collège surtout, puis j'en avais Puis grâce à ta plein. mère, là? Puis grâce à ma mère, Wow! exactement. Ouais. Ah, c'est donc ben cool, ça! Fait que, puis eux autres, ben, au moins de cette façon-là, ben, moi, je m'éloignais aussi de la maison où ce que c'était enfumé, hein. On est de la Ouais, ouais, ouais. génération où ce que ça fumait partout, dans l'auto, partout. Il y avait juste moi puis le chien qui fumait pas, là. Ouais, c'était C'était- une ambiance plus propice à faire du sport, on s'entend, là? Exactement, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait mon collège là-bas, j'ai joué au football, j'ai fait tous des sports. Il y avait de l'athlétisme, il y avait n'importe quoi. Tu pouvais faire ce que tu voulais là-bas. Mhm. Fait que le sport, Super. j'en ai fait vraiment beaucoup là-bas. Parce que chez nous, je sais pas qui m'a donné cette envie-là de faire du sport, mais c'est surtout pas mes parents. Puis c'était sédentaire, là, d'une façon. Peut-être que je sais pas. J'ai toujours été un petit peu le petit mouton noir de la famille hein, chez nous, hein. Mhm. Ça a été quoi le premier sport que tu as vraiment développé un fort intérêt? Mes parents m'ont mis sur des skis, puis je savais presque pas skier. Je savais presque pas marcher à l'époque. J'apprenais à marcher, puis ils m'ont mis sur des skis très, 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 très jeune. Ah ouais. Puis, ouais, puis à Saint-Jérôme, à la Côte-Parent, là, je faisais partie d'un petit club, là, puis les parents venaient me reconduire là, puis moi, j'étais tout heureux, je faisais du ski là, puis après ça, c'était la zone Laurentienne avec le Mont-Saint-Sauveur, puis j'ai fait ça jusqu'à 18 ans, le ski alpin, là, jusqu'à ce que à l'entraînement une chute assez incroyable, là, qui m'a paralysé les jambes pendant, je te dirais, presque une semaine, là, je sentais pas mes jambes. Fait que j'ai eu très, très peur.
Puis après ça, ben, j'ai décidé de focuser sur mes études. Puis c'est ça, à partir de 18 ans, 19 ans, là, j'ai été plus focusé sur les études J'avais un rêve de devenir dentiste, mais j'étais pas bon à l'école, j'avais pas des bonnes notes, j'étais pas dans un milieu où ce que mes parents avaient de l'éducation de façon effrayante non plus. C'était comme pas poussé pour école tant que ça, là. Fait que c'est ça. C'était Un pas rêve. très valorisé non plus, j'imagine, hein? Non, c'est ça, exactement. Ouais. Puis le milieu dans lequel je vivais à l'époque là-bas, c'était quand même dur, là. Je veux dire, tu sais, je me tenais avec des jeunes que leur grand frère, ben, il vendait de la drogue dans le parc à Saint-Jérôme, là. Puis, c'est ça, on faisait des mauvais coups. Puis, le fait d'aller au collège, ça m'a comme libéré de ce milieu-là. Puis là, j'ai pu faire du sport comme j'en ai jamais fait de ma vie, là. Mhm. Ça vient de là, mais l'origine de pourquoi je veux faire du sport, ben, c'était le ski, parce que je tripais sur les skieurs de l'époque qui étaient Ken Reed, Steve Podborski, les Européens. Puis je regardais les posters avec la neige, les compétitions, les fins de semaine, ça me faisait triper, là. Fait que j'ai poussé vraiment beaucoup pour le ski après, ouais, c'est ça. Mhm. Puis là, fait que là, t'as eu disons, une pause ou un break études de sport un peu. Ouais. Mais là, éventuellement, le sport est revenu. Oui. Fait que là, je pense que, en fait, t'as terminé tes études pour être dentiste. T'as Mhm. travaillé à ton compte et pour d'autres. Puis à un moment donné, tu m'as dit ça en pré-entrevue que t'as eu un reality check, là, que t'avais pris Mhm. du poids, puis là, que t'étais obligé de te remettre en forme, là. Exactement, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'étais passé d'un étudiant là, qui finit puis qui commence sur le marché du travail. Je pesais peut-être 170 livres, tout habillé avec tu sais, tout mouillé, là. Puis j'étais monté en l'espace de 2 ans là, à 250 livres. Hi. Puis je faisais plus de sport, je faisais juste travailler. Je travaillais à 3 endroits pour payer mon bureau. Puis c'est ça. Fait que quand j'ai quand tu te vois grossir comme j'étais en train de faire, tu te regardes dans le miroir, mais tu regardes pas longtemps, fait que t'es pas fier de ce qui se passe, mais en même temps, tu n'as comme pas le choix, il faut que tu travailles pour ramasser des sous, pour payer ta clinique parce que tu as parti un bureau à zéro. Mhm. J'ai pas été comme les autres, un peu comme je disais avec la famille, un petit mouton noir, parce que en sortant de l'école, au lieu d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, puis après ça acheter la clinique, ben j'ai décidé de partir à zéro en partant. Fait que c'est ça. Fait que c'était Mhm. les 10 premières années assez tough, là, mais je m'en suis rendu compte quand même assez tôt pour faire des bons choix. Puis en l'espace de quelques mois, peut-être un an et demi, 2 ans, là, à faire du vélo, de la natation, ben, j'ai perdu tout ce surplus de poids-là. Puis j'ai pris plaisir à m'introduire à un club de vélo dans notre coin qui faisait des contre-la-montre toutes les 2 semaines, qui avait des contre-la-montre d'organiser. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai vu que j'avais du potentiel à ce niveau-là. Puis, ça m'a juste comme permis de m'affiner là, avec les années après. Mhm. Ah, crème, c'est vraiment cool, ça. Puis, fait que le vélo, ça a quand même été une passion pour toi un bon bout de ta vie, là. Ah oui, beaucoup, vraiment beaucoup. Puis tu sais, j'allais dans des camps d'entraînement en Virginie. Il y avait des amis j'ai un ami qui organise des camps d'entraînement en Virginie, Marc Dufour. Puis c'est tellement bien organisé là-bas. Tu es encadré, tu peux rouler avec des pros. Tu sais, t'en as pour ton argent, là. Tu vas là-bas, puis c'était wow, c'était le milieu dans lequel il fallait être si tu voulais rouler vite, là. Mhm. Sans être un athlète olympique, là, parce que, disons que j'avais passé l'âge d'être ça à cause des études. Tu sais, j'ai décidé d'aller Ouais. plus aux études par rapport dans le sport, mais ça va peut-être être mes garçons plus tard qui vont pouvoir réaliser eux autres, ils ont commencé vraiment jeunes à s'entraîner. Fait que, tu sais, eux autres sont partis du début pour
progresser sportivement, monter le VO2 max puis tout ça, là. Mhm. Mais moi, c'est trop tard, fait que tu sais, c'est ça. Fait que, Ben, toi, dans le fond, ton désir aussi d'entrepreneuriat, c'est un certain compromis de vie à faire pour une couple d'années aussi. ben oui, c'est certain. Mais tu sais, Ouais. le fait de faire ces sports-là, le métier de dentiste, comme il y en a qui n'aiment pas aller chez le dentiste, mais pour le dentiste, c'est quand même une job qui est pas, qui est quand même assez stressante parce que tu deals avec des gens qui sont hyper stressés, qui n'ont pas dormi pendant une semaine avant leur rendez-vous parce que là, ils pensent juste à ce qui va se passer, puis finalement, tout va bien. Puis, mais toi, pendant que tu fais ton traitement, ben, tu fais de la psychologie avec ton patient. C'est À la fin vrai, d'une hein? journée, là, à la fin d'une journée, je peux te dire, quand tu as vu tous tes patients de ta journée, puis que tu as dealé avec, ben, j'ai besoin d'être tout seul, puis de me défoncer à faire d'autres choses, là. C'est clair, hein? Quand t'allais courir dans le bois, après, tu t'allais Ah, te ressourcer, j'imagine, là. c'est sûr, ou sur le vélo, à faire des intervalles, n'importe quoi, sur mon computer trainer, ici dans le sous-sol, là, chez nous, hein. Tu sais, regarde, Ouais. j'avais besoin de me retrouver tout seul, puis d'évacuer le surplus, là, c'est ça. Mhm. Puis comment c'est arrivé pour toi je pense qu'il y a les raids d'aventure qui sont arrivés avant le trail running. Ouais. J'ai travaillé fort, étant donné que je n'étais pas un athlète olympique, il y avait les catégories maîtres en vélo, puis dans les maîtres A, c'était les 30 à 39 ans à l'époque, je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui, mais j'ai jusqu'à 32, 33, 34 ans, je dirais. J'ai essayé d'arriver premier dans les courses contre la montre pour devenir champion québécois en contre la montre. Mhm. Puis sur 3 ans, je suis arrivé 2 fois troisième à moins d'une seconde et demie de la première place. Aïe, aïe. Fait que j'ai comme arrêté le vélo parce que j'ai eu une proposition après d'aller faire des raids aventure avec un ami qui m'a demandé: Hey, tu viendrais pas avec nous faire des raids aventure? On aurait besoin de toi, vélo, puis ci, ça. Fait que, je dis: Ah, peut-être j'essayerais ça. Puis oui, finalement, j'ai adopté ça, puis j'ai complètement arrêté le vélo après. Ben, le vélo de compétition après. Mhm. Les Puis raids d'aventure, c'est tellement le fun à faire, là. je pense que c'est là que tu as connu Sophie Limoges aussi, qui est quand même une personne marquante, je pense, dans ton parcours sportif, là. Ah ouais, avec Sophie. Dans les raids, là, c'est le partenaire c'est le partenaire que tu veux avoir dans ton équipe, tu sais. Au niveau Mhm. psychologique, c'est une personne qui est tellement forte mentalement là, que t'as vraiment besoin d'une personne comme celle-là pour aller loin avec une bonne équipe. Exactement. Mhm. Mm. Puis c'est quoi les expériences les plus marquantes pour toi en raid d'aventure que tu as faites? Les raids, la plus marquante que j'ai fait, Ben, dans les plus marquantes, en fait. plus Il y en marquante. avait une au Québec, tu m'as dit que vous aviez rassemblé toute une équipe, là. Ça avait Ouais, il y l'air. avait, ouais, au Québec, ça avait été vraiment le fun parce qu'il y avait un champion finlandais qui était dans le coin ici que je connaissais parce que j'avais vu dans des raids, dans des raids d'expédition au Brésil. Puis Hiro Kako, il s'appelle. Puis il était ici de passage au Québec. Puis il cherchait du monde. Il cherchait une équipe. Il cherchait à faire une équipe pour participer à un raid aventure que Daniel Poirier organisait avec Endurance Aventure. Puis c'était Eco Endurance Aventure International, là. C'est une course comme ça qui avait fait. Ça durait un week-end complet. C'était sur 3 jours, 3, 4 jours. Puis là, il y a un ami qui m'appelle, Stéphane Barr. Il dit: Hey, Jocelyn, il dit, ça te tenterait-tu? Il y aurait une fille que je pourrais te présenter. Elle s'appelle Sophie Limoges. Puis elle est super bonne. Elle dit, puis il y aurait Hiro Kako dans notre équipe. Fait que là, quand j'ai entendu Hiro Kako, j'ai dit: Ben oui, je veux faire partie de cette équipe-là, c'est certain, là. Fait que finalement, on a fait team les quatre ensemble, puis on a gagné la course. OK. Fait que c'était où cette course-là au Québec? C'était dans le coin de Magog, dans le lac Memphremagog, puis un peu alentour. OK. Hmm. Ah ouais. Puis c'était combien? C'était une couple de jours? Ouais, il y avait une étape de nuit, il y avait deux, trois étapes de jour. Ouais. OK. Hmm.
La première étape, c'était vraiment le fun parce que il nous amenait au large en bateau, puis il fallait sauter à l'eau dans le milieu du lac, puis rejoindre là-bas la rive pour partir de raid. Ah ouais, On partait ok. comme ça, on se pitchait en bas d'un bateau pour s'en aller dans la nature par la suite. C'était Ah, vraiment hot, crème, c'était le c'est fun. cool ça. Daniel organisait tout le temps des affaires comme ça. Lui, ça faisait des années qu'il organisait des courses, qu'il faisait des courses internationales, puis il prenait toujours quelque chose de, de particulier à chacune de ses courses, dont ça en était un, là, comme de sauter d'un bateau pour aller faire le start de la course. Là. Finalement, là, c'était bien Mhm. organisé, c'était vraiment le fun. Puis un autre personnage marquant qui a été connu au début du trail running québécois, c'est Dan Desrosiers. Tu me disais que tu as fait son Red Aventure, je pense que c'était à J-Peak, c'est ça? Il appelait ça le J-Challenge. Ouais, c'est ça. Le J-Challenge, ça commençait le vendredi. Ceux qui faisaient le J-Challenge, c'était les trois étapes. C'était la traversée du lac Memphremagog du nord au sud. Ça partait de Magog, puis ça finissait à Newport en kayak. Le lendemain, je me souviens pas si c'était le vélo ou si c'était la course à pied, mais en tout cas, il y avait le vélo, puis ça partait à J-Peak. Il fallait pousser le vélo jusqu'au sommet, puis après ça, redescendre jusqu'en bas. Puis c'était une affaire de fou, là. Les descentes, là, après, là, c'était incroyable. Puis, il me semble que c'était sur une centaine de kilomètres, là, le vélo de montagne. Puis, tu sais, OK. Daniel, il disait toujours, mettons c'est 80 kilomètres, mais c'était jamais 80, c'était T'as genre tout le 100, temps en plus. 110 kilomètres. Puis après ça, le lendemain, c'était la course à pied sur une cinquantaine de kilomètres aussi, 50, 60 kilomètres, mais En c'était jamais des sentier, bonnes là. distances, là, en sentier, ouais, dans J-Peak encore, alentour. Fait que ça se Aïe, passait aïe. tout alentour de J-Peak. C'était OK. vraiment le fun organisé, là, puis c'était 3 jours vraiment intenses, là. Ça, c'est avant qu'ils organisent à Saint-Donat, Oui, Tremblant, puis tout ça, oui, hein? oui. OK. Fait que c'est les premiers événements qu'ils organisaient, finalement. Exactement, c'est pas mal dans les premiers mois. J'avais vu l'événement quand j'étais en vélo, justement, en train de faire le tour de J-Peak à vélo de route. Puis j'avais vu OK. qu'est-ce qu'ils font là, cette gang-là, à se promener comme ça. Ben, c'est ça, c'était la fin de semaine. C'était l'année avant que je venais de voir. C'était l'année que j'ai découvert que ça existait, le J-Challenge. Je OK, l'ai OK. vu parce que j'ai vu les participants faire l'événement. Mais c'était vraiment bien organisé. C'était beau. Dan Mhm. Desrosiers en a organisé des belles choses. C'était le fun. Ouais, 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 ouais. Puis je crois que tu as participé à Saint-Donat aussi avec ces... Je faisais à Saint-Donat. Non, j'ai pas fait Saint-Donat. OK. Je l'ai pas fait celle-là. Tremblant d'abord? Même pas. Ah non. OK, Non. fait que tu courais pas en trail à cette époque-là? Je courais entre elles, mais j'ai pas fait ceux-là. OK, OK. Ouais, j'ai pas fait ceux-là. Puis comment Ça, c'est arrivé? on parle des années. C'est quelle année ça? Je me souviens pas trop, là, mais Ben, je pense que ça a été jusqu'en J-Challenge 2015. 2017, Moi, je pense. ouais, Ah, mais mais J-Challenge, c'est J-Challenge. avant 2010, en tout cas, ça, c'est Ouais, sûr. c'est ça, Autour exact. de 2008, je crois, ça Ouais, approche 20 ans à peu près, là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a eu 2009, la Canadian Death Race, et puis après ça, Ah, ben là, c'est c'est ça, parti comme ailleurs. t'étais là avec Sophie, hein? On était là, ouais, j'étais là quand Sophie, elle avait gagné, ouais, exactement, c'est ça. OK, ça s'était bien passé pour toi? Ah, euh, euh, mettons que le premier leg, il y a 5 legs, la Canadian Death Race. Le premier Ouais. leg, il se fait super bien. Là, tu pars de Grande Cache, puis tu t'en vas vers là-bas. Puis après ça, de là-bas, tu reviens à Grande Cache. Mais avant d'arriver à Grande Cache, tu as une descente de fou qui te descend de la montagne en haut dans une ligne d'hydro qui descend vers la ville de Grande Cache. Mais c'était tellement steep. Incroyable comment c'était steep. Fait que ça descendait, puis si tu te ralentissais, tu te faisais mal. Si tu allais vite, ça faisait moins mal, mais tu allais vite, fait que tu avais peur. Fait que tu étais tout le temps comme un peu ses breaks. Mais moi, quand je suis arrivé à Grande Cache, là, j'étais complètement démoli. J'avais plus de quad. Mes jambes étaient finies. Le leg d'après, là, je l'ai marché, je te mens pas, là.
Ouf. C'était pénible. Puis après ça, ça a recommencé tranquillement pas vite là, à bien aller. Là, mais oui, finalement, ça a été une belle course, un bel événement. Puis je pense, je sais pas si ça a encore lieu. J'imagine que oui, hein. Ouais, oui, ça existe encore, Mhm. ouais. Je sais qu'ils ont Ça vaut même la un peine. 200 000 aussi à cette heure dans ce coin-là. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que c'est le fun parce que le prix de présence à la fin, il te donne un token, une pièce d'argent, là, comme un dollar, là. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait dans un petit casing, là, que tu as ton nom de marqué avec le temps que tu as fait, puis tout, là. C'est ça ton cadeau de finisher, si on peut dire, là. Mhm. Ah, c'est cool ça. Puis c'était-tu la Mhm. première longue distance en trail running comme ça que tu faisais? Oui, parce que moi, j'avais l'intention, j'avais peut-être dans l'intention de peut-être m'inscrire pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Puis cette Mhm. course-là donnait 3 ou 4 points à l'époque parce que ça marchait comme ça. Ça prenait 5 points pour s'inscrire à l'UTMB. Ouais. Puis tu ne peux pas faire 5 courses de 1 point. Il fallait que tu en fasses, mettons, je pense que c'était minimum une de 3 points ou 4 points, puis une autre de 1 point pour avoir 5 points. Fait que Puis ça, juste pour contextualiser un peu, c'est avant l'ITRA, là. C'est quand même... oui, 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 oui. Ça, tu parles de 2009. Ouais, c'est En ça. 2009. Puis Mhm. après ça, Dan Desrosiers, une de ses courses à Dan, donnait sa course qu'elle avait organisée à Moab, elle donnait 1 point, elle, pour l'UTMB. OK, OK. Mm, Ah oui, il semblerait que ça a été une édition légendaire, ça. Ouais, 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 ça a été vraiment, ouais. C'était tellement beau là-bas. C'était vraiment beau là-bas, dans le désert de Dans le roches et tout ça, parc, là. là. C'était Ouais, ouais, vraiment beau. ouais. Ouais, 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 ouais. OK. Donc Mm. ça, tout ça t'a mené à l'UTMB finalement. Après ça, oui, l'UTMB. Exactement. OK. En Fait que 2010, UTMB. Mais l'édition de 2010, ce qui est arrivé, c'est que la course, elle a été annulée, rendue à 20 kilomètres après le départ. Parce que, hein? oui, la course a été annulée. L'UTMB a été arrêté. Ah ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait des dangers là, dans les vallées où il y avait les glaciers. Il y avait des poches d'eau qui pouvaient éclater là, dans les glaciers. Puis si ça éclatait, ben, tous les gens qui étaient dans la vallée en bas auraient pu périr. Fait qu'ils ont arrêté la course à cet endroit-là, ouais, c'est ça, à 20 kilomètres après le départ. Fait que Aïe aïe. ça, c'est plate parce que là, j'avais comme. Ah, il y avait des gens là, du Japon, de partout, là, ça pleurait, là, puis les gens, ils disaient, ben non, on peut pas arrêter ici, puis c'était tellement bordélique, là, 3 000 personnes qui arrivent dans une ville, là, c'était Surtout que c'est l'enfer, un là. village, Chamonix, hein, c'est pas bien grand, là. Non, c'est ça, fait que, tu sais, à 20 kilomètres plus loin, c'était Saint-Gervais où ce que la course allait arrêter, là, puis à Saint-Gervais, c'était encore plus petit, là, c'était tout petit, fait que les gens, quand ils arrivaient là, c'était le gros bordel à ramener le monde là, de là-bas jusqu'à Chamonix après, les autobus et tout ça, c'était vraiment bordélique. Uh-huh. Mhm. Fait que là, cette édition-là a été reportée à 2011, hein, c'est Oui, ça? exact, c'est ça. Fait que Là, 2011, là, tu l'as couru pour de vrai. ouais, là, j'ai fait mon premier UTMB. Après ça, je l'ai refait en 2013. Mhm. Puis en 2013, j'étais là toute la semaine avant la course, puis j'avais été voir le départ de ceux qui partaient pour la petite trotte à Léon. Puis là, Mm. je me disais, ils sont fous. Ils partent pendant une semaine à courir 300 kilos avec 30 000 mètres de D+. Dans une semaine, ils partent dimanche, il faut qu'ils soient revenus dimanche. C'est sur 7 jours. Là, tu te dis, c'est fou. Fait que fallait que j'aille voir ça, ce départ-là. Puis j'avais été voir ça, puis c'est ça. Moi, dans ma tête, c'était impossible. Tu sais, tu te dis, voyons, c'est impensable, tu sais, faire une affaire comme ça. Mais tu sais, il y avait des gens qui le faisaient puis qui le réussissaient. Fait que donc, c'est faisable d'une certaine façon. Puis au départ de l'UTMB en 2013, avant le départ, devant l'église là-bas, le triangle de l'amitié, je pense qu'ils appellent ça, je suis assis, il y a un Français à côté de moi, il s'appelle Vincent Gauthier. Là, je regarde son dossard, puis là, je vois Gauthier, Gauthier, pas de H. Fait que là, je fais comme,
Ah, ben, chez nous, on met un H à Gauthier. Enfin, il dit, ouais, OK, ouais, ça se peut. On se met à se parler, moi puis lui, puis là, on se dit, hey, crime, moi, j'avais l'impression que je le connaissais, ça fait 15 ans, ce gars-là. Puis lui aussi, on avait l'impression qu'on était proche-proche. Fait que c'est ça reste de même. Puis la course à part, on fait notre affaire. Puis j'avais pris le numéro de son dossard avec mon appareil photo à l'époque, parce que c'était pas des cellulaires, c'était des appareils photo. Fait que j'avais pris son dossard en photo, puis on fait notre course. À la fin, j'arrive, puis je reviens au Québec. Puis là, je regarde le gars que j'ai pris son nom puis son dossard. Puis là, je me rends compte que dans le résultat en 2013, crime, on a fini à 15 minutes d'intervalle. On s'est jamais vu pendant toute la course. On s'est Ah jamais ouais. vu nulle part. On s'est jamais croisé nulle part. Puis, c'est ça. Fait que là, je dis, ah, crime, c'est quand même le fun, tu sais, finir à peu près dans le même temps. Puis, sur mon Facebook, dans l'année où c'était la préinscription pour le prochain UTMB, j'ai marqué sur Facebook, j'ai marqué, est-ce qu'il y a des gens intéressés à faire la PTL avec moi? Moi, dans ma tête, c'était comme lancer une idée en l'air comme ça sans que, tu sais, c'était comme une joke dans le fond, là, parce que dans ma tête, c'était impossible de faire ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que je vois pas répondre le lendemain? Je rouvre l'ordinateur, je vois mes messages. Là, Vincent Gauthier, il me dit, pourquoi pas? Fait que là, je dis à ma blonde, je dis, hey! Il serait prêt à faire la PTL avec moi. Je dis, qu'est-ce que je dis? Elle me demande, elle dit, ça te tente-tu de le faire? Ben, je dis, ça serait un rêve, tu sais, de faire une affaire de même, de fou, là. Elle dit, ben, si ça te tente, fais-le. Fait que là, j'ai rejoint Vincent. Puis Vincent, il a dit, ouais, ouais, on s'inscrit. Puis il est venu ici au Québec pour courir avec moi, pour voir si on fitait ensemble. Ah On ouais. se connaissait pas, là. Ah ouais, ouais. Il est venu ici à Victo. On a fait des choses ensemble, puis on a vu qu'on était compatibles, puis finalement, on s'est inscrit pour la PTL ensemble l'année d'après. Ouais, ouais, parce que c'est quand même une semaine que vous partagez ensemble, puis c'est quand même un travail d'équipe, là. Un travail d'équipe, puis assez intense parce que c'est pas balisé, il n'y a pas de ravito, c'est une trace GPS, il n'y a pas de chemin à terre, tu passes à travers les champs, puis les pierriers, puis tout, là, puis tu vas au sommet en haut, puis tu redescends, tu remontes, tu redescends, puis de faire une expédition comme celle-là avec quelqu'un que tu connais pas, c'était comme un peu osé, là, si on peut dire. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, tu me disais que le premier lien avec lui, ça a été comme si vous vous connaissiez depuis 15 ans. Exactement, ça a C'est passé là, malade, comme ça. c'était vraiment fou, là, puis Fait que ça même devait être le encore. fun, finalement, avec ce gars-là. Ben oui, c'était le fun, certain. Puis on est des amis depuis ce temps-là. Ma famille, on fréquente sa famille, on va les voir à peu près aux 2 ou 3 années. Puis tu sais, on est resté vraiment comme vraiment proches, là. C'est vraiment le fun. Wow. Ça a permis de découvrir un inconnu, puis c'est ça. Puis en Là, plus, ça, tu sais. ça enlève des limites, tu sais. Je veux dire, Ouais, ouais, ouais. il y en a qui se limitent ils se mettent des limites dans leur possibilités, puis faut pas s'en mettre des limites, n'importe, là. Dans n'importe Mhm. quoi. J'ai eu la même expérience avec la Pierramenta en ski alpinisme en 2018. En 2018, c'était la même affaire. Je devais faire la Pierramenta avec quelqu'un ici au Québec, puis il s'est blessé 1 mois avant la course. Fait que là, je me suis dit, ben là, moi, je suis prêt à faire la Pierramenta. On avait le dossard, tout pour participer. Fait que j'ai dit, bon, ben, il faut que je me trouve un partner. Là, j'ai demandé à un de mes amis qui est suisse là-bas, je dis, JP, tu veux-tu le faire avec moi? Puis JP, il dit, non, je peux pas, je travaille cette semaine-là, mais je vais le mettre sur mes réseaux, peut-être que quelqu'un va répondre. Fait que finalement, le lendemain, il y a quelqu'un qui a répondu, Patrick Soumy, un Suisse que je connais pas, il dit, moi, je peux y aller. Fait que j'ai été en Suisse, le rencontrer, j'ai débarqué à la gare, puis il m'accueillait là-bas, on se connaît pas, deux inconnus. On va faire une des courses les plus dures au monde de ski alpiniste, puis avec un inconnu. Même affaire, tu sais, pas de limite. Moi, puis Patrick est devenu mon meilleur ami encore, là. Je veux dire, c'est tous des meilleurs amis. Après, quand tu vis des émotions comme ça, après, là, c'est fou, là, les liens qui se tissent, là. Mhm. Fait que j'aimerais Incroyable. ça que tu me parles de c'est quoi plus précisément la Pyramenta. La Pierramenta, c'est comme le Tour de France du ski alpiniste, le Tour de France de vélo, mais du ski Ouais. alpiniste. OK.
Juste pour te dire, la dernière journée au départ de la course, c'est 4 jours. La Pyramenta, c'est 4 jours. À tous les jours, au bout de 4 jours, tu as 10 000 mètres d'ascension de fait, puis tu as fait à peu près une centaine de kilomètres en distance OK. au bout de 4 jours. Donc, à tous les jours, tu montes à peu près 2500 à 3000 mètres d'altitude, puis tu fais à peu près une vingtaine, 20 à 30 kilomètres de distance par jour. Le premier jour, ça se fait. Le deuxième jour, le matin, tu as mal au cœur, là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici au départ? Le troisième jour, c'est un peu la même affaire. Puis le quatrième jour, c'était le fun parce que à cet endroit-là, le quatrième jour, il y a comme, t'as plusieurs pelotons de départ. Tu as les pros qui sont en avant, les 20 meilleures équipes au monde qui sont là. Après ça, tu as les 50 équipes des semi-pros, si on peut dire. Puis après ça, tu as les blaireaux comme nous autres en arrière qui fait la même course que les pros en avant, OK? OK. Mais la dernière étape, ils nous mettent tout ensemble pour le départ. On part un mass start. On est tout le monde en même temps. Ça part tout un départ. Puis là, avant le départ, ils nous disent, il y a à peu près 10 à 15 000 personnes qui vous attendent en haut. Ah, ouais. Fait que là, ce que tu vois pendant le Tour de France, là, les personnes qui sont alignées sur les bords de route, là, c'est Mhm. la même chose, mais dans le skimo. Ah, ouais. Tu iras voir ça, là, puis la Pierramenta, là, c'est incroyable. C'est OK. vraiment incroyable. Puis je veux y retourner encore cette année, la refaire pour une dernière fois, là, parce que je veux revivre ça, là. Puis il y a une amie que je sais pas si tu la connais, là, mais Catherine Poudrier, là, mais je l'ai fortement. Ça sera une bonne personne pour toi aussi à interviewer parce que c'est une tellement une bonne personne. Puis j'aimerais faire cette course-là avec elle en équipe mixte. Puis ben c'est ça. Fait que je l'ai fait aussi, ça, 3 fois la Pierramenta. Je l'ai fait la dernière fois avec mon fils en plus, parce que la personne que je devais le faire avec est tombée malade, puis mon fils a pu la remplacer. Fait que c'est quand Ah, même ouais. assez incroyable. Ouais, c'est ça. Wow, ça doit être magique de vivre ça avec ton gars. Ouais, avec Antoine, mon plus vieux, exact. Aïe, aïe. Ouais. Puis, là, je suis curieux, par exemple, parce qu'on a changé un peu de sujet, mais ton premier UTMB, j'imagine, ça a dû être quand même assez difficile? Ben, le premier UTMB, au Mais pas, départ, pas celui-là de 20 km, là, le non, premier non, complet. oui, oui, le complet. Oui, Ouais. là, en 2011, on est sur le départ. Ils nous disent que le parcours va être raccourci à cause des conditions météo et du terrain. Ouais. Fait que, on part avec dans la tête que ça va être plus court. C'était supposé être 165 km au lieu de 185 km. Puis on part avec cette idée-là, tout le monde, bon, ben, ça va être plus court. Tu sais, tout le monde est un peu déçu parce que là, on s'attendait à faire plus, puis finalement, ça ne sera pas possible. Fait que, on fait l'UTMB, rendu aux 2 tiers de la course, peut-être un peu plus au centre, ouais, à peu près aux 2 tiers de la course, un peu moins que le 2 tiers. Là, on arrive à une zone de transition, puis ils nous disent finalement, ben, votre course, ça ne sera pas 165 km comme supposé, parce que finalement, la section qui est là, on ne peut pas passer, il faut passer ailleurs. Fait que le 165, on devait faire 185, ils nous ont donné 165. Mais là, finalement, la course, aux 2 tiers de la course, on apprend que ça va être 195 km à peu près à faire et non plus Aïe, aïe. 165. Là, tu as géré en fonction de 165, mais finalement, ça a été plus long. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abandon hein, cette fois-là, mais c'était quand même une belle course, hein. Mhm. Puis, c'est quoi qui t'a motivé de retourner là? J'imagine ça doit être l'ambiance de l'événement puis la beauté des lieux. L'ambiance, le vibe que tu as là, quand tu es la semaine avant la course, puis il y a toutes les autres courses, il y a la TDS, il y a tous les Ouais. autres événements pendant cette. Il y a la PTL qui part, il y a. Tu sais, c'est magique, là. C'est très commercial. Tu peux voir le sac à dos de l'année prochaine de telle marque avec les souliers de telle marque, puis tout, tous les représentants sont là. Les gens sont le fun. C'est fou, là.
C'est vraiment fou. Le départ, c'est quelque chose de magique à vivre une Ah fois dans ouais, ta ouais. vie, là. Ça doit. C'est incroyable, là. La musique qui joue, l'ambiance, les gens, c'est indescriptible, là. Ouais, ouais, ouais. Puis toi, tu l'as fait 3 fois, je pense, l'UTMB, hein? J'ai fait 2010, 2011, 2013. Mais 2010, ça s'est arrêté assez rapidement, là. Mais Ah, ouais, OK. 2011 et 2013. Ouais. Puis après ça, tu as fait la PTL. Après ça, en 2014, la PTL avec le français, mon ami Vincent Gauthier. Ouais, exact. OK, OK. Puis Puis, là, ben, pour mes 60 ans, cette année, je vais avoir 60 ans. J'avais comme. J'ai toujours eu envie, depuis 2014, de refaire la PTL. Puis là, je me suis dit, faut que je fasse ça avant 60 ans. Puis je vais avoir 60 ans au mois de septembre. Donc, la course a lieu au mois d'août. Puis je me suis trouvé deux partenaires. Puis, dont mon ami avec qui j'ai fait le Suisse, Patrick. Lui mhm, va être un partenaire. Puis un ami ici du Québec, Marco Binette, qui est venu me chercher au départ pour faire mon premier raid d'aventure là, à vie, là, que je connaissais pas ça du tout, là. Fait que c'est comme deux personnes qui ont marqué un peu mon parcours de découverte de ces sports-là, si on peut dire. ah, Parce que je ouais. connaissais pas les grosses compétitions. Si j'avais pas eu Patrick, j'aurais pas pu faire la Pierramenta en 2018 pour le ski alpiniste. Mhm. Puis si Marco m'avait pas introduit au raid d'aventure, ben j'aurais jamais connu les raids d'aventure. Fait que j'ai comme amené deux personnes qui, je pense que ça va faire une bonne équipe en plus, là. On est des bons joviales personnes, hein. Ah, c'est cool, ça. Mhm. Puis je sais que t'as fait aussi. Ben c'est vrai, il y a Bear Mountain que t'as fait à l'époque. Puis là, on s'entend, là, les courses North Face à l'arrêté en 2019. Ah oui, c'est ça, je On savais pas recule un quand peu. ça va arrêter, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben Bear Mountain, en tout cas, ça a été la dernière édition 2019. Puis de ce que OK. j'ai compris, c'est que post-pandémie, North Face s'est retiré un peu de OK, ces ouais, ouais, événements-là. ouais, ouais. OK. Fait que toi, t'as fait ça avant que ça soit populaire, avant que ça soit le meeting des Québécois. Parce qu'à un moment donné, il y avait 10, 12, 15% des participants, c'était des Québécois, vu que c'était Ouais, en mais début de saison. je sais pas c'était en quelle année, là. J'essaie de regarder c'était quand, là, Ben, la ça fait une vingtaine d'années de ce que tu me disais, parce que... 2007, je te dirais à peu près. Ouais. 2007, là, j'avais un ami qui avait été faire Bear Mountain, The North Face Endurance Challenge, que ça s'appelait, là, le 50 Mhm. 000 qu'on faisait, là. Puis c'était Euh, Dean Carnazes qui était la grande ouais, image de qui était North la Face à cette coqueluche, ouais, époque-là. exactement, c'est ça. Ouais. Puis j'avais un ami ici à Victo que lui, il avait été, puis il m'a dit ça, il faut que tu viennes l'année prochaine. C'était le seul Québécois, lui, qui était là à l'époque. Mhm. Puis l'année d'après, puis sur 2 ans à peu près, je te dirais, là, 2, 3 ans, là, il y avait juste moi puis lui qui était là-bas à faire Bear Mountain, faire le 50 000. Mais c'était tellement de belles courses là-bas. Puis après ça, il a commencé à en avoir d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis là, à un moment donné, c'est venu comme la manne, là. Les gens du Québec, ils se ramassaient tous là-bas, là. Tous ceux qui couraient, là, cherchaient ça, là. Ouais, ouais, puis c'était rendu, moi je l'ai fait en 2019, puis il fallait se prendre plusieurs mois d'avance pour trouver un spot à dormir proche de la Ah course, là, parce oui, que... oui, 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 sûrement, c'est sûr. Ah non, ça, c'était une belle course. Le matin, Mhm. ça part à Noirceur, en frontale, là. Ouais, 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 ouais. Ben, je suis content d'avoir connu cette course mythique-là quand même. Puis, je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de Québécois qui sont devenus hot en trail running, qui ont participé là. Ben, il y a Sophie, entre autres. Il y a Rachel Paquette, dans les premières générations de trail runners québécois. Ouais, 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 ouais. Il y a même une année, il y avait Pat Godin qui était là. Ouais, ouais, Il y avait ouais. moi, Rachel Paquette, puis on était, j'ai une photo encore ici, là, je pense qu'on est une quinzaine, là, je te dirais, là, facile. Mhm. J'avais vu quelque chose de vraiment impressionnant là-bas. Moi, ça m'a vraiment impressionné, là. Ce que je te le raconte? Ben, ouais, ouais, certainement. J'attendais le départ du 50 000 dans ma voiture, puis il faisait noir parce qu'on partait à la noirceur, mais on pouvait stationner proche du départ au début avec notre automobile. On n'avait pas besoin de prendre l'autobus, là, faire la navette. Fait qu'on Ok, pouvait ok. stationner C'était vraiment avant près ça. du départ, mais Dans le c'était temps moins que trail peuplé. running, t'es encore plus obscur. Oui, ben, c'est ça, mais il y avait bien moins de monde aussi, là. Ah, Puis, ouais, c'est ouais, ça, ouais. fait que, tu sais, on pouvait stationner juste à côté, mais après ça, on n'avait pas le choix d'y aller par autobus, là. Il y avait trop de monde. Ouais. Mais
je suis dans la valise de ma Golf, assis, couché, en train de manger des bananes, puis je sais pas quoi, hein. Puis là, je vois une petite voiture arriver en avant de moi, puis c'est une BM, une petite BM. Puis là, je vois une fille sortir de l'auto, elle s'en va chercher son dossard, elle revient. Puis juste avant le départ, je vois une jambe, un mognon avec un soulier de course à côté de l'auto. Fait que là, je fais comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je vois la fille qui est en train de se préparer. Puis là, elle a tu sais, elle était debout à côté de sa voiture. Elle venait de changer sa jambe parce qu'elle est amputée. Puis sa jambe, c'était comme les, euh, les lames de carbone qu'on voit les gens courir avec ça, là, tu sais, les petites lames de Mhm. carbone là, qu'ils peuvent courir, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, je vois ça, puis elle a ça, puis là, je me dis, hey, je sais pas dans quoi qu'elle, je sais pas si elle sait dans quoi qu'elle s'en va, là, mais c'est vraiment, ça va vraiment être difficile, là, pour elle, là, tout à l'heure, là, dans toutes les roches, puis tout ça, là, elle s'en allait pour le 50 000, là. Aïe, aïe. OK, fait que moi, au départ, je m'installe en arrière d'elle parce que je veux voir comment qu'elle court. Fait que j'étais juste en arrière d'elle, puis le départ est lancé. Crif, je suis pas capable de la suivre. Elle Ah, court ouais. comme une gazelle, mon gars, c'était vraiment débile. Elle s'en va, siou! Puis je fais ma course. À un moment donné, on arrive dans des pierriers. Oups, je la dépasse parce que là, ça allait un petit peu moins bien pour elle. Fait que c'est ça. Puis là, je la dépasse, puis je la revois plus. Puis après l'événement, je mange, je fais tout ça, puis je m'en vais, puis je vais voir les photos de l'événement après. Puis là, je vois les photos, puis je vois elle qui est en train de sprinter pour arriver à l'arrivée, mais sa figure est complètement défaite. Puis tu vois elle sprint là, elle s'en venait là comme hyper rapide, puis la face toute déconfite, elle était maganée, la fille, vraiment, vraiment débile, là. Puis je sais pas si tu te souviens, là, mais on avait un temps maximum pour faire cette course-là. Mhm. OK? Ouais, ouais. Je pense que son temps, là, il restait à peu près 10 secondes pour passer le fil d'arrivée pour que ça soit dans les temps. Fait que à l'arrivée, là, c'était comme pour elle une grosse, un gros événement, là. Puis tu chercheras là, sur Facebook, ouais, pas sur Facebook, mais dans les choses, c'est Amy Palmiero, la fille Amy Palmiero. Puis elle, avec une université américaine, c'est eux autres qui ont mis sur le marché la première lame de carbone pour les athlètes. Ah, ouais. Fait que toi, t'as vu ça pas mal en grande primeur, là. Je ne sais pas, mais elle, c'était une athlète déjà au départ, mais elle avait eu un accident de moto. Fait que Amy Palmiero, fait que accident de moto, elle s'est dit, moi, j'arrête pas de courir, là. Fait que faut faire de quoi pour que je cours encore. Fait que c'est Wow. ça. Fait que Aïe, aïe, elle c'est était en malade. avant, puis je me dis que ça m'a vraiment marqué, ça. Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose, là. Ouais, C'est ouais, puis ouais. même encore, elle court, elle fait des marathons, puis tout ça aujourd'hui, là. Mhm. Mm. Ouais, puis ça, moi, ça m'impressionne tout le temps la résilience des gens, là. Exact. Parce que, tu sais, c'est facile de dire, ah, j'ai pas eu le temps de m'entraîner aujourd'hui, mais quand tu vois quelqu'un comme ça qui repousse ses limites, là, Hey, c'est c'est ça. vraiment impressionnant, hein. C'est impressionnant. Puis ça, là, quand tu fais un événement après, dans n'importe quoi, tu as juste à penser aux photos que tu as vues de cette fille-là qui est en train de faire son finish parce qu'elle veut finir dans le temps. Tu te dis, je pense que j'ai pas mal à la tête, là. C'est ça, j'ai aucune bonne raison de pas aller Non, courir aujourd'hui, là. non. Non. Exactement. Aïe, aïe, mais écoute, ouais, ça m'amène sur un sujet que tu m'as parlé aussi en pré-entrevue que je trouve super intéressant. Tu as fait plusieurs levées de fonds pour le cancer, entre autres, hein? Oui, on a fait la montée pour l'espoir au Mont Glisson ici, là, dans le coin de Victoriaville, là. Puis Mhm. c'était ça, c'était pour ramasser des fonds dans le Festival des couleurs du Mont Glisson. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, on organisait ça là. Pendant 24 heures, les gens pouvaient monter et descendre la montagne comme ils voulaient. On pouvait ramasser de l'argent pour faire démonter puis descendre. Puis c'était ça. C'était juste participer, faire un événement Puis, participatif, ramasser des ben, sous.
Ben, chapeau parce que vous avez fait des méga levées de fonds, là. Ça m'impressionne pour vrai, là. Ouais, on a ramassé des 50, 60 000 dollars là, pour des causes qui étaient surtout pour le cancer. Mhm. Puis, ben, c'est ça, oui. Puis on salue Sophie qui va écouter l'épisode, c'est clair. Qui Sophie avait, qui avait monté 50 fois la montagne en 24 heures. Là. Montée, descente, là, c'est quand même. qui connaît tout le nom des roches dans le trail par cœur. À ce moment-là, oui, elle les connaissait pas mal toutes, je pense. Exact. C'est ça. Cool, super ça. Fait que tu me disais aussi que vous avez aidé concrètement une maison de fin de vie à avoir du budget pour se lancer. Exactement, c'est ça. On a ramassé des fonds pour faire les plans, pas les plans, mais voir le côté administratif de qu'est-ce que ça prend pour partir une maison de fin de vie là, dans notre coin. Mhm, On a aidé à amener le budget pour qu'ils puissent mettre le projet concret là, en réalité. Exact, c'est ça. ouais, félicitations, c'est vraiment. Non, non, c'était vraiment le fun à faire. Puis il y avait des gens là, que c'était vraiment compétitif, même à un moment donné. Là, les gens montaient puis descendaient. C'était qui en ferait pas le plus, là. Fait que, Mhm. on a peut-être parti un peu le phénomène des comment t'appelles ça? C'est les courses sur 24 heures là, de montée et descente ou faire une boucle là, pendant autant de temps. Là. Ouais, les backyard ultra un Ouais, peu. ouais, c'est ça. OK. Super ça. Puis sinon, le Canada Men, ça a été quand même un événement assez marquant pour toi, hein? Ben, moi, j'avais jamais fait de triathlon avant. OK. Puis il y avait Daniel Poirier qui organisait Canadaman. Puis je m'étais toujours dit, faire un triathlon, tant qu'à faire un triathlon, ben, je ferais Canadaman parce qu'à la fin, on monte le Mont Mégantic en course à pied. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça va être mon sésame, l'ascension du Mont Mégantic à la fin. Mais tout ce qui est avant, là, je peux te dire que la nage, c'est pas mon domaine. Mhm. La course à pied, je me débrouille, mais c'est plus en forêt, là, je pourrais dire, là, que sur la. Je suis pas un coureur, je suis pas un marathonien, là. Puis le vélo, j'étais fort, mais j'en ai perdu beaucoup du temps. Fait que l'acquis était parti pas mal, là. Mais Mhm. c'est tellement un bel événement, là. Je l'ai fait Clairement, ouais. 2 fois, puis la deuxième année, je l'ai fait avec mon plus vieux, Antoine. Puis Ouais. lui, il avait 18 ans quand il a fait son Canadaman. Fait que Wow. quand même C'est- jeune. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Je l'ai croisé à la course des 100 B7, puis il me Il s'en racontait baissait. ça, qu'il avait fait ça avec toi. Puis ça devait être vraiment spécial d'accompagner ton gars à 18 ans, puis faire ça père-fils. Bah, je l'ai pas vu longtemps parce que lui était déjà parti en avant. Fou! Ah ouais? En vélo, ouais, ouais, c'est sa force, là. OK, fait que lui, il avait d'autres ambitions, là. Ah ouais, ouais, lui, il voulait pas se faire clencher par son père, il dit ça, là. Puis en Cool. plus, la dernière montée, j'y avais donné Sophie Limoges pour faire l'ascension jusqu'en haut. Fait qu'il était en bonne compagnie, là. C'était. Mhm. Mm, Ah, c'est vraiment cool, ça. mm, mm. Super. Puis là, tu fais encore beaucoup de skimo, je crois. Ouais, C'est, c'est pas mal ton sport numéro un, de ce que je constate. Ben, il y a l'apnée aussi qui est pas mal présente. ouais. Le skimo, j'ai amené ça dans la région ici au début, là. C'était dans les années 2014, 2012 à peu près, en Mhm. 2012-2014. Je OK. montais, je montais la montagne à Glisson, puis le monde, les gens qui montaient dans les chaises, ils se disaient, ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui, à monter à pied? C'est pas connu, là. Je veux dire, il y a personne. C'était Daniel Poirier qui m'avait dit, hey, Justin, il faut que tu essayes ça, tu vas aimer ça, le skimo, puis si, ça. J'ai essayé ça, puis je suis tombé en amour avec ça aussi, là. Moi, Mhm. j'aimais ça. Je viens du ski, puis, tu sais, je l'ai dit au départ que c'était la première affaire que j'ai appris à faire, le ski alpin. Mais les montagnes ici sont petites, fait qu'on est toujours dans les chaises. Mais le fait Mhm. de faire l'esquimau, ben, je suis jamais dans les chaises, je suis toujours en train de faire quelque chose, j'ai jamais froid, je suis toujours, je suis habillé comme en ski de fond, mais même quand il fait -30, là, t'as pas besoin d'être habillé, là, t'as pas froid, là, puis t'as jamais, jamais froid, tu grelottes pas, là, dans les chaises en montant. Fait que, tu sais, ça rend les petites montagnes tellement agréables à skier, là, que Mhm. c'est ça, le ski. Oui, puis l'apnée, ben l'apnée en eau profonde, ça c'est un autre domaine complètement parce que lui, je peux dire que je suis un,
un fils du film Le Grand Bleu, si on peut dire, là. Je sais pas si tu as vu ce film-là. C'était un film mythique pour les apnéistes. Ouais, À ça me dit l'époque, quelque chose, ouais. c'est sorti dans les années 80. Puis moi, l'eau, j'ai toujours aimé l'eau, jouer dans l'eau, faire plein de choses dans l'eau. J'aime pas nécessairement faire des longueurs dans une piscine, mais faire de l'apnée, c'est d'autres choses. C'est vraiment un monde. Puis pas en 2000, mais vers 1998 à peu près, j'ai été dans un resort dans le sud, puis c'était pour aller faire du snorkeling surtout, voir les poissons dans la mer et tout. Puis j'avais vraiment choisi mon resort pour ça. Puis sur le bateau, il y avait Davide Carrera qui était là, qui dit que, bon, je m'appelle Davide Carrera. Il dit, je fais partie de l'équipe d'apnée d'Italie. Je suis ici en ce moment avec le champion du monde. Puis il dit, si vous voulez, à tous les jours, 2 fois par jour, je vais pouvoir vous montrer comment faire du freediving, de l'apnée en eau profonde. Ah ouais, J'avais été initié par lui à l'époque. OK. Puis ça a toujours resté dans ma tête. Et faut que je fasse ça un jour, tu sais. Puis finalement, j'ai fait mes formations dans les années 2019-2020 pour apprendre c'est quoi le freediving parce que j'avançais en âge puis je me disais, si je vais dans l'eau, je retiens mon souffle, est-ce que je peux avoir des problèmes au niveau de mon cerveau, manque d'oxygène et tout ça? Puis tu Mhm. apprends que non, il y a zéro risque de problématiques au niveau du cerveau en faisant de l'apnée parce que on va avoir beaucoup plus avoir envie de respirer avant de manquer d'oxygène. Tu as envie de respirer parce que ton CO2 dans ton sang augmente, mais tu peux pas l'échanger parce que tu respires pas. C'est ça qui est difficile à tolérer, mais ton niveau d'oxygène dans ton sang reste toujours élevé. Il descend tranquillement, mais la tolérance au CO2, elle, arrive avant que tu manques d'oxygène. Fait que tu as besoin de respirer à un moment donné, puis il faut que tu respires. Fait que faut que tu reviennes à la surface. Mhm. Puis OK. l'apnée, ben c'est ça. Moi, jouer dans l'eau, c'est comme, je m'imagine que ça doit être comme être dans l'espace. J'ai toujours voulu d'être un, quand j'étais petit, je voulais être un astronaute. Je les voyais se promener dans les airs, puis le stylo, il se promène partout comme ça. Tu sais, ils sont en apesanteur. Fait que dans l'eau, c'est un peu le même principe. Fait que c'est une belle sensation de relaxation, là. L'apnée, là, c'est incroyable comment c'est. Ça n'a pas besoin d'être extrême. Tu peux juste vivre l'apnée à 3 mètres, là. Dans le fond d'une piscine de 3 mètres, 4 mètres. Il y a des gens qui sont bien, là. Il y en a qui vont plus profond. Oui, on va plus profond. Il y a des techniques pour y arriver. Mais l'apnée, c'est la plus belle chose que j'ai jamais faite de tous les sports que j'ai fait à date. Ah ouais. Ouais. Puis tu restes combien de temps sous l'eau environ? Les gens, ils demandent ça souvent, tu sais, le temps que tu restes, mais c'est pas ça nécessairement qui est important. Oui, tu peux faire 5-6 minutes, là, facile, là. Puis ça, n'importe qui peut arriver à ça en s'entraînant pour le faire. C'est Ah d'apprendre à ouais? tolérer le CO2. Ouais, ouais, ça s'apprend. Ça s'apprend. On n'a pas besoin d'être inné, tu sais, de Ouais, ouais, trouver. ouais. Parce que tout le monde commence par. Il trouve ça difficile. Si je te demandais de faire 3 apnées dans la prochaine 15 minutes, mettons, là, tu verrais ta première apnée que tu vas faire, là, ça va, au bout de 30 secondes, tu vas te dire, il faut que je respire. La deuxième apnée que tu vas faire 1 minute 15. Puis la troisième apnée que tu vas peut-être faire 2, 3 ou 4 même minutes. Ah Fait que, ouais? ouais, notre cerveau, c'est fou comment l'adaptation, comment qu'on peut, mais ton oxygène, lui, il reste stable, puis t'en manqueras pas, là. C'est de Mhm. l'adaptation. Toi, tu descends jusqu'à quelle profondeur? Là, je suis rendu dans les 60 mètres, là, en ce moment, là, Ah ouais? de profondeur, mais tu sais, même là, la profondeur, c'est pas nécessairement ça qui est important dans ce que moi je recherche. Oui, c'est le fun d'aller Ouais, ouais. creux, parce que c'est des sensations qui sont vraiment incroyables, là, la pression qu'on peut ressentir. Mais en- nous, on appelle ça, admettons, c'est quand même assez difficile à expliquer en quelques mots, mais il arrive un certain point où, en profondeur, moi c'est à peu près à 13 mètres en profondeur, je vais être neutre. OK? Ça veut dire que si j'ai une corde en avant de moi, puis que je lâche la corde, je vais rester là.
Je remonte pas, je descends pas. OK? OK. Si je vais 1 mètre plus bas, puis que je lâche la corde, je me mets à couler. Il n'y a rien qui m'arrête. Ah ouais. Si je ne palme pas pour revenir en haut, ça fait descendre. Fait que moi, toutes les apnéistes qui deviennent accros à l'apnée, puis qui deviennent des junkies, si on peut dire, de l'apnée, puis qui veulent en faire, puis de plus en plus longtemps, là, Ouais. c'est que tu palmes jusqu'à ton point de flottaison neutre, puis tu continues à palmer jusqu'à, mettons, de 13 mètres à 20 mètres, puis rendu à 20 mètres, tu te laisses descendre sans bouger rien du tout, à part que compenser tes oreilles. Là, tu es en chute libre, qu'on appelle. La chute libre, là, c'est comme descendre en parachute, mais dans l'eau. Fait que tu vas de plus en plus creux sans forcer. Aïe, aïe, ça doit être fou comme sensation, ça. C'est la sensation la plus capotée qui est le fun à vivre, là. C'est incroyable. Mhm. On appelle ça le free fall, la chute libre. C'est ça. OK. Là, quand tu arrives au fond, là, tu as beaucoup de pression qui t'emmène vers le fond. Fait que là, il faut que tu palmes beaucoup pour revenir à la surface parce que là, il faut que tu combattes Cette la- pression-là. la pression, c'est ça, exact. Puis à un certain point, c'est pas. J'imagine les premières fois, ça devait être un peu inconfortable parce que tu Oui. penses à l'oxygène puis tout ça. Non, c'est tes oreilles qui passent plus à un moment donné. Ça Ah passe plus, ouais. ça fait mal à tes oreilles. Fait que là, à ce moment-là, OK, la compensation, ça passe plus. Fait que faut que tu arrêtes puis tu remontes. Puis c'est ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Il faut que tu apprennes à te connaître beaucoup, savoir Ouais. les techniques qu'il faut faire pour descendre profond. C'est ça. Aïe aïe. Toi, Non, toi, mais t'as découvert ça dans le fond dans ton voyage dans le sud? ben, j'aimais toujours ça, faire jouer dans l'eau, comme je te disais, puis Ouais, aller ouais, creuser ouais. dans l'eau, mais j'étais tout le temps limité par mes oreilles. OK, Puis, OK. c'est ça. Même quand j'ai fait la formation en eau profonde, c'était mes oreilles qui passaient pas. J'ai même pas pu passer mon premier niveau parce que j'allais pas à la profondeur visée qui était de 12 mètres. Puis à OK. 12 mètres, si tu fais pas ça, ben t'as pas ta certification. Fait que j'ai travaillé pendant plus qu'un an pour être capable d'arriver à ça. Puis j'ai compris quelque chose à un moment donné. Je suis passé de 10 mètres à 30 mètres dans un week-end. Juste à comprendre quelque chose. Ah ouais. À me comprendre. Il faut vraiment, tu sais, quand tu descends, là, tu es dans le silence, tu es Mhm. dans le moment présent, tu n'as pas le droit à l'erreur, sans que Ouais. ça soit extrême. Ouais, Euh, ouais. c'est hyper sécuritaire parce que les techniques qu'on a, il y a des gens qui surveillent, il y a des, c'est hyper sécuritaire. Mais si au début, si tes oreilles passent pas, c'est ta limite, là. Tu peux pas. Puis la plupart, je te dirais 90% des gens là, sont pas capables de descendre. Fait que s'ils descendent pas, ils manqueront pas d'oxygène, là. Fait que Ouais. Ouais, ouais, ouais. venir à surface, puis encore tout frais, là. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est quoi, toi, je suis curieux de savoir, là, t'as piqué ma curiosité avec ça. C'est quoi, toi, qui a été l'élément déclencheur pour réussir à débloquer ça? C'est ma conjointe qui a analysé, qui me regardait pendant que, quand on fait l'apnée, il y en a un qui plonge, puis il y a l'apnéiste de sécurité qui reste à la surface. Puis quand l'apnéiste remonte, il tire sur la corde, ça dit à l'autre de descendre. L'apnéiste de sécurité va descendre pour faire le dernier 10 mètres avec le plongeur. OK. Elle me disait, quand tu fais la sécurité à quelqu'un, tu vas plus profond que quand c'est ton tour à toi d'aller profond. Qu'est-ce que tu fais de pas correct? Qu'est-ce que tu fais de différent? Là, j'ai commencé à penser, puis finalement, c'était simple. C'est que dans mes oreilles, je ne laissais pas l'eau aller jusqu'au tympan. Il y avait une bulle d'air qui se faisait dans mon oreille. Puis cet air-là compressait, puis ça m'empêchait de compenser mes oreilles. OK. C'est ça mon problème. Puis ça, tu peux pas mettre des bouchons ou quelque chose Non, non, pour... non, 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 non. Non. Non, parce que ça fait faire trop de pression, Ben, j'imagine. tu peux avoir des accidents causés par ces bouchons-là, justement, parce que s'il y Ouais, a de OK. l'air, il faut toujours que le conduit auditif externe de ton oreille soit rempli Soit vite. complètement d'eau, juste, faut pas qu'il y ait d'air, parce Ouais, que ouais. l'air va comprimer. Puis si ça comprime, ben, ça peut faire des problèmes au niveau de ton tympan, là, c'est ça. OK, OK. Wow. C'est Puis tout c'est quoi que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut essayer ça?
de faire un cours, de jamais faire ça tout seul. Il faut jamais faire ça tout seul. Il faut toujours être avec quelqu'un quand on fait ça. C'est la première règle. C'est de OK. toujours être avec quelqu'un. Que tu sois dans ton bain, n'importe où, tu veux faire un statique, tu es comme en surface, puis tu essaies de rester longtemps dans l'eau sans bouger, puis tu calcules ton temps, fais jamais ça tout seul, toujours avec quelqu'un, parce qu'un blackout, ça peut arriver, puis si tu fais un blackout dans l'eau et qu'il n'y a personne, ben tu te noies. Ouais, ouais, Finalement, ouais. c'est dangereux. Mhm. Jamais tout seul, puis faire une cours, une formation en apnée. OK. Ouais. Puis toi, t'es allé te faire former, t'as fait beaucoup de formations là-dedans. Ouais, j'ai fait mes formations de base, là, 2, 3, AIDOC 2, 3 et 4. Puis, j'ai été, cette année, au mois de janvier, j'étais à Dahab, en Égypte, rencontrer une amie qui donne le cours pour devenir instructeur. Mhm. Catherine Chouinard est là-bas, puis est, instructor trainer. Elle donne des cours pour former des instructeurs. Puis, ben c'est ça, j'ai été passé un mois là-bas pour apprendre à donner la formation de AIDA, AIDA, l'organisme international là, qui permet les formations d'apnée, là. OK. Mm, Ah, wow, super mm, ça. Fait mm. que j'imagine qu'éventuellement, tu vas coacher des gens pour faire ça. Ben, moi, mon but, c'est, je m'en vais vers la retraite tranquillement, ce serait d'amener des gens à découvrir cette passion-là. Quelqu'un qui aime jouer dans l'eau, qui veut relaxer, qui fait du yoga, c'est tout, c'est tout des acquis là, assez importants pour vraiment faire en sorte que on apprécie le moment présent quand on est dans l'eau puis qu'on apprend à se connaître énormément. C'est très relaxant. Puis moi, ça me fait du bien parce que je suis dentiste. Puis dentiste, c'est quand même un peu stressant, comme je l'expliquais tantôt. Ouais. Quand je suis en apnée, là, je te dis, là, je reviens d'un week-end d'apnée, là, puis j'en ai jusqu'au mercredi là, à planer. Là. Ah ouais. Ouais, c'est l'esprit complètement libéré, puis c'est ça. OK. Ouais, super ça. Puis moi, je suis curieux, là. Ça serait quoi que ton conseil que tu donnerais à un auditeur pour perdurer autant d'années dans le sport d'endurance? Parce que c'est quand même plutôt rare que j'ai la chance de m'entretenir avec quelqu'un qui ça fait 30 ans qui fait des sports de ce genre-là. Puis tu sais, tu t'enlignes pour refaire la PTL, ça m'impressionne beaucoup, beaucoup. Ça serait quoi ton conseil à quelqu'un pour perdurer pendant plusieurs années dans le sport comme ça? Un, il faut que la passion elle soit là en partant. Il faut que tu le fasses pour toi-même, là. Ça, Ouais, ouais, ouais. c'est... Puis aussi, euh, c'est de le faire pour soi-même et d'essayer de se... Moi, j'aime ça, me battre contre moi-même, OK? Il y a d'autres personnes alentour de moi, mais je m'en occupe pas tant, là. Ouais, Mais ouais. j'essaie de faire mes choses, mais ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de pas trop en faire. De pas trop en faire parce que souvent, je vois des gens là, qui s'enlignent plusieurs ultras dans un été. J'en ai vu beaucoup des athlètes comme ça. En Europe, en faisant de l'UTMB, j'en ai connu qui ont même des pros là, que ils en ligne, puis en ligne, puis en ligne, ils en ligne des ultras tu sais, ils se donnent pas de temps de récupération. Ils finissent toujours à un moment donné blessés. OK? Ouais. Puis la PTL, quand je l'ai fait euh, en 2014, durant tout l'été, j'ai pas pu m'entraîner parce que je m'étais fait une entorse à Bear Mountain, justement, à la cheville. Ah ouais. Pendant tout l'été, après, ça m'a handicapé, même que 3 semaines avant le départ de la PTL, j'avais appelé mon partenaire avec qui je faisais ça. Je dis, Vincent, je peux pas faire la PTL parce que j'ai pas été capable de m'entraîner sur ma cheville avec un pack-sac sur le dos. OK? C'était tout le temps trop pesant, ma cheville, elle fait pas, puis fait que finalement, il m'avait dit, tu peux pas me faire ça. Fait qu'il dit, non, non, tu me fais pas ça. Il dit, on va le faire en type rando. Fait que moi, pendant tout l'été, là, j'ai fait le minimum. J'ai quasiment rien fait, là.
OK, je te le dis, là, pour préparer la PTL, là, j'avais quasiment rien fait en volume. J'avais fait de la muscu, oui, mais presque pas de volume parce que je n'étais pas capable de le supporter. Puis finalement, j'ai été là-bas, on a fait de la PTL, puis on a fini quand même 20e sur à peu près 100 équipes, je te dirais. Quand Puis même. ça a super bien été. Finalement, ma cheville, elle a toffé toute la semaine. Puis j'en avais vraiment pas fait beaucoup pendant tout l'été. Je m'étais reposé. Fait que moi, ce que je peux donner un conseil, là, c'est souvent les gens arrivent à leur compétition de fin de semaine, là, puis ils ont travaillé, tu sais, ils travaillent, ils font l'entraînement. Ils arrivent à la compétition, sont déjà trop brûlés, ils sont déjà fatigués. Ouais, Puis ouais. moi, je dirais, t'es pas un athlète d'élite où tu peux faire 2 entraînements par jour puis dormir 3 fois par jour, si ça te tente, là. Ouais, ouais, ouais. On est mieux d'arriver on est mieux d'arriver sur reposé que sous reposé. Mhm. Pour un, éviter les blessures. Puis l'autre chose que j'ai vu à Bear Mountain, c'est des gens qui, ça m'a marqué, là, qui s'empiffrent de d'ibuprofène ou d'acétaminophène avant le départ. Ah, Avant les départs, ils se bourrent d'anti-inflammatoires. Ça, c'est super dangereux parce que s'il arrive un petit pépin ou ce que le signal d'alarme, tu n'es pas capable, tu ne peux pas l'interpréter parce que ton cerveau il est gelé, ouais. ben, tu vas arriver à un moment donné où ça va faire mal, puis quand ton acétaminophène ne fera plus effet, ça va faire encore plus mal, puis ça peut même compromettre ton affaire. Fait que même à la PTL, j'ai pas pris une Tylenol dans ma semaine quand j'avais fait la PTL. Puis je peux te dire que j'en aurais pris. Mais je voulais savoir quand arrivaient mes systèmes, mes signaux d'alarme pour me dire, regarde, là, fais quelque chose de différent, là, puis non, de se reposer puis pas prendre de médication pour le fun. Mhm. Super, ouais, c'est clairement des bons conseils. Puis ouais, on a vu, hein, il y a des athlètes qui sont morts à prendre des Advil sur des courses là, parce que justement, ils n'entendaient pas ces signaux-là. Ben oui, puis c'est dangereux aussi pour le foie puis les reins, là. Exact. Ben c'est parce on est déshydraté souvent dans ces courses-là. Puis Ouais. là, les reins ne fonctionnent plus, puis ils sont. Non, c'est juste. Non. Si tu es obligé de prendre des médicaments pour commencer ta course, ben fais pas ta course. Fais Mhm. d'autres choses. Va Ouais, te ouais. ramasser. Fais du cross-training. Fais pas ta course. Tu vas Ouais. juste. Ça va juste t'envoyer dans le décor. Le Ouais, mur va ouais. arriver. Puis, est-ce qu'il y a des choses dans le sport que tu n'as pas accompli que tu aimerais accomplir? Dans le sport. Ouais. Ben, Refaire la PTL. oui, oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a une cloche, hein, il donne une cloche à la fin hein, pour la PTL. Là. Je sais pas si tu as Ah déjà ouais? vu ces cloches-là. Là. Ben oui, j'ai déjà vu ça, ouais, mais je savais pas qu'elle donnait, par exemple. Il donne la cloche à tous les finishers. Fait que moi, je veux une deuxième cloche. Parce que j'ai un ami, mon ami suisse, qui m'avait référé mon ami Patrick, justement, là. Lui, il a terminé la PTL 15 fois. Il y a 15 15 fois? cloches. Ouais, Wow! c'est JP Lutti. C'est un ami suisse, puis c'est un tellement une bonne personne. C'est un montagnard. Lui, il organise les courses. Il organise pas les courses. Il est souvent là comme bénévole pour baliser les parcours en Suisse, un peu partout, là. Mais Puis, 15 c'est fois, ça. ça doit être presque un record. Je ne sais pas, mais il doit être vraiment proche de ceux qui en ont le plus. Ça, c'est certain, là. Ouais, 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 ouais. Aïe, aïe, Ouais, wow. un rêve, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, euh, je peux pas dire. J'ai la chance de dire que mes rêves dans le sport, là, c'est plate à dire, là, mais je les ai pas mal toutes faites, je te dirais. Tu sais, Ouais, j'ai fait ouais. les rêves d'expédition au Brésil, en Argentine, au Chili. On est parti de l'Argentine pour traverser la cordillère des Andes à pied, en kayak, en vélo, puis pour finir en kayak sur le bord du Pacifique, me dire, pour finir au Chili, là, c'est quand même c'est pas rien, là. C'est Ah ouais. tellement beau, là. Toutes les images que j'ai dans ma tête, là, c'est incroyable, là. Fait que, tu sais, des volcans, je sais pas.
Et là, Mais, il y a une chose que je veux faire avec ma conjointe, avec ma femme. On veut, on veut, ça, c'est comme un accomplissement de fin de carrière pour moi, là, que je vais à la retraite bientôt. Euh, on veut partir avant la PTL, avant que une semaine ou 2 semaines, trois semaines avant la PTL. On va probablement partir de Chamonix pour aller à Zermatt en passant par les refuges de moyenne montagne. Pas le parcours populaire touristique, là, mais passer par les cabanes de moyenne montagne et faire des glaciers un peu pour faire la traverse jusqu'à Zermatt de Chamonix. Ça, on veut ok, faire ça ok. avant que je fasse la PTL, là. Ok, ok. Ça, c'est un rêve. Ça va être le fun, juste avec elle, là. Ah, c'est cool ça. Ben Ouais. sinon, il y a une autre chose aussi que tu es vraiment fier, c'est que ton plus jeune qui fait des compétitions présentement. Ouais. Il y a Maxime qui fait partie de l'équipe de Skimo Canada. Il fait partie de cette équipe-là. Là, il est U20. Ils viennent de gagner les championnats nord-américains à Kicking Horse qui ont eu lieu il y a peut-être 2, 3 semaines de ça. Il est devenu champion nord-américain de la course régulière là, de skimo. Il a fini troisième à la verticale. Puis c'est ça, mais il est champion nord-américain, là, toutes catégories confondues, là, Wow! à 20 ans. Ben écoute, s'il écoute le podcast, on le félicite. Mais ben, moi, je te félicite aussi d'être une inspiration pour tes gars et d'autres gens dans ton entourage, là. Oui, c'est sûr qu'on a sûrement aidé un peu à ça, mais on les a jamais forcés à faire le sport, puis ils ont toujours été par le propre moyen là, à toujours s'améliorer là, dans ce qu'ils font, puis ils aiment le ski, ils aiment le vélo, ils aiment tous les sports. Mhm. Mais surtout le skimo, là, je pense qu'il va commencer à vraiment là, focusser là, sur les verticales. Là, exactement. OK, Parce qu'il a fait super. plusieurs Coupes du Monde. Il est allé en Europe l'année passée, cette année, faire des Coupes du Monde chez les jeunes, chez les juniors, chez les U20. Il a même fait des courses pro avec les élites. Puis il finissait pas dernier, là, il finissait au milieu de pack, là. Fait que quand même, à 20 ans, c'est déjà quand même beaucoup. C'est Puis là, prometteur. il est allé dans l'Ouest face au championnat nord-américain, mais la semaine d'avant, il l'a passé avec un entraîneur de l'équipe d'Espagne de skimo. Fait qu'il y a eu beaucoup de conseils, beaucoup de techniques amenées pour que justement, ça soit encore plus efficace dans ces courses-là, qui vont venir l'année prochaine là, sur la Coupe du Monde. Ouais. OK. Ouais, ça doit être une grande fierté pour toi, ça. Ah ouais, c'est vraiment. Ouais, ouais. Puis moi, je veux pas aller voir ces courses parce que je suis trop paquet de nerfs. Je suis vraiment Ouais. trop. Je suis trop stressant pour lui. Puis tu sais, je suis pas capable de me contenir. Fait que j'aime mieux envoyer ma femme avec lui à l'autre bout du monde, puis qu'elle, elle gère tout ça, puis que moi, je regarde les résultats. C'est ça. Bon, ben super. Puis sinon, c'est c'est quoi que tu aimerais accomplir de plus en apnée que t'as pas réussi encore à ce jour? Ben moi, j'aimerais. En apnée, c'est sûr que je veux aller profond encore, là. J'ai un chiffre dans ma tête, mais tu sais, les chiffres sont variables, si on peut dire, là. C'est Ouais, pas ouais. obligatoire, mais le chiffre du 100 mètres est dans ma tête. OK. Il est à 100 mètres de profondeur sans apport d'oxygène de l'extérieur, là. Mais la plus grosse chose que j'aimerais réaliser, je crois, c'est de former des gens pour leur donner un peu la passion que j'ai de ce sport-là. De transmettre J'aimerais ta passion. transmettre cette Ouais. passion-là à des gens. Puis dans le sport, de faire de l'apnée, c'est c'est bénéfique parce que moi, je le vois pas. Je continue à m'entraîner là, en même temps que je fais de l'apnée. Puis, je vois pas le fait de faire un entraînement en apnée, ça m'amène pas des inconvénients. Je suis pas moins performant.
Je sais pas si Ouais, ouais, je suis pas ouais, moins ouais. performant parce que je fais de l'apnée. Parce que je sais pas si le fait de faire de l'apnée, mon corps est habitué à sécréter de l'érythropoïétine. Tu connais l'hormone qui fait augmenter le nombre de globules rouges Ouais, 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 ouais. parce que tu manques d'oxygène, là. Oui, 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 oui. C'est ça. Fait que tu sais, le dopage dans le sport, c'est souvent ça. Ils vont se piquer à l'érythropoïétine pour faire augmenter le taux de globules rouges de leur sang, tu sais. Mais moi, j'ai pas besoin de me doper parce que le fait de faire de l'apnée, je fais produire mon corps plus de globules rouges. Ah ah. Tu Fait que comprends? c'est ça la clé pour perdurer dans le sport, finalement? Moi, je pense qu'il faut que tu fasses tellement de choses différentes. Jamais faire tout le temps la même affaire parce que le coureur qui fait de l'asphalte à tous les jours, qui fait le même mouvement répétitif, il va se blesser. Ça finit par créer de l'usure, hein? Parce que moi, Oui, il y a personne que j'ai entendu qui faisait 8 000 kilomètres par année qui a fait ça pendant 25 ans, là. non, je pense que non. Puis si tu as à courir comme ça, ben, t'es mieux de courir dans le bois, puis où il y a des racines, puis que le terrain est inégal. Fait qu'au moins, ça Ouais, te permet d'être tout le temps sur un terrain varié, puis ton corps, il use pas juste d'une seule façon, tu sais. ouais, 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 ouais. Je pense que ça, c'est ça. Puis perdurer, c'est s'aimer aussi d'une certaine façon, tu sais. Faut pas faire quelque chose pour montrer qu'on est bon sur les réseaux sociaux, là, tu sais. Mhm. Ça, il y en a qui font beaucoup pour les réseaux sociaux parce qu'ils sentent une valorisation. Ah ouais, t'es donc ben hot, toi, tu fais ça. Ah ouais, toi, t'es une machine, toi. Mais tu sais, moi, je veux pas carburer par les réactions des autres envers ce que je peux faire. J'aime autant garder mes choses. Même avant de faire l'entrevue, j'étais comme tellement. Ça me tentait pas d'exposer tout ce que je fais parce que j'ai pas besoin de dire tout ça à tout le monde alentour. Tu sais. Oui, je vais dire que j'ai fait tel événement, mais je dirais pas que j'ai fini 47e sur. Tu sais, c'est pas ça qui est important. La première affaire qui est importante pour moi, là, j'ai-tu eu du plaisir dans ce que j'ai fait? J'ai-tu eu Ouais, du plaisir à aller à 60 mètres au fond, là, dans ouais, l'eau? ouais, ouais. Je me suis fait peur, puis j'ai eu la chienne. J'ai-tu aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça. Ben, pourquoi tu fais ça? Tu sais, Ouais, écouter, s'aimer. Puis that's it, là. Je pense que c'est juste ça, là, dans le fond, là. Puis de pas trop en faire, justement, pour pas ouais, trop se ouais, ouais. blesser. Mm. Ben, je suis tellement d'accord avec ta philosophie parce que moi, là, les gens qui me posaient la question en combien de temps je devrais courir mon premier marathon, écoute, la première chose que je leur dis maintenant, c'est que tu devrais plus le finir avec le sourire qu'un temps. Parce que sur ton lit de mort, là, tu vas t'en contre-crisser que tu as couru ton marathon en 3h33. Mais si tu l'as terminé avec le sourire, ça, tu vas t'en rappeler. Non, non, parce que finir ses coudes, c'est jamais le fun, là. Mhm. Finir ses coudes, là, c'est vraiment pas cool, là. Ouais. Puis c'est ça. Mais tu sais, peut-être que des gens ont besoin de frapper un mur pour après comprendre, là. Je sais pas. Mais il y en a aussi qui aiment performer pour performer aussi, là. Mais Clairement, puis on a toutes mm, des motivations qui sont c'est différentes différent. aussi, là. Mm, Puis, tu mm. sais, moi, je respecte ça, mais je pense qu'à la base, c'est quand même une des choses essentielles que ça reste plaisant, là. Exact, c'est ça. Faut que ça soit plaisant. Faut que ça Mhm. soit plaisant. Il n'y a personne qui m'envoie dans le fond, moi, ou il n'y a personne qui m'oblige à aller faire de la PTL. Puis il n'y a personne qui. Là, j'ai un projet dans ma tête, là, peut-être pour dans 2 ou 3 ans, là, d'aller faire la Pacific Crest Trail, là. Ah ouais, ok, Fait ok. que ça, c'est comme. C'est loin, là, mais c'est beaucoup de planification, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de plein de choses qu'il faut apprendre avant de te lancer dans ces choses-là. Mais je me vois faire ça. Si tu me demandais tantôt un rêve qui me reste à faire, là, ça serait de faire une chose comme celle-là parce que ça allie une phobie que j'ai, c'est la chaleur, puis il y a des déserts à traverser. Après ça, tu vas dans le froid parce que tu montes dans les montagnes qui sont hautes. Tu sais, c'est comme, ouais, ça, partir pendant 2 à 4, 5, 6 mois, loin de tes proches. Ça m'attire, puis en même temps, ça me répulse. Fait que c'est beaucoup de, c'est ça. Faut être prêt mentalement et pas juste la personne qui le fait, mais l'environnement dans lequel tu vis aussi. Il faut que tu sois prêt à accepter ça.
Ouais. Faut que tu sois déterminé aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Ben, en Mm. tout cas, merci pour l'image positive aussi que tu envoies dans le sport depuis autant d'années, là. Je tiens vraiment à saluer ça, puis crème, continue Merci. d'être aussi inspirant, puis d'être une personne remplie d'humilité. Ah, en tout cas, je... c'est ça. C'est c'est- c'est peut-être c'est peut-être un défaut, mais c'est ça. Je garde mes choses en réalité souvent juste pour mes. C'est ça, aujourd'hui, quand je notais toutes les choses que j'ai faites, tu te rends compte que hey, c'est quand même une feuille de route c'est quand même assez remplie, là, parce que j'avais jamais fait le processus de voir qu'est-ce que c'est quoi, d'où ça part tout ça, là. Fait que, Mhm. Ouais, c'est sûr que ça fait conscientiser que t'en as peut-être fait plus que tu pensais, hein? Ah ouais, c'est ça. J'en ai fait beaucoup, puis en même temps, pas beaucoup en ligne. Je sais pas si tu comprends. Ouais, Tu sais, j'ai ouais. beaucoup de. Mais c'est sûr, j'arrive à 60 ans, fait qu'il y a plusieurs années là-dedans, là. Mais Mais comme une grosse course par année en moyenne à peu près, là. exact, c'est ça. Ouais, ouais. J'en faisais pas plus que ça. Mhm. Grosse. Ouais. Parce que Bon, ben, dans le temps, il y avait des gens que je côtoyais pendant l'UTMB, juste dire ça comme ça en finissant. ouais. Puis, tu sais, tu croises des gens là, que tu fais l'UTMB, là, puis tu parles avec les autres, puis 2 semaines après l'UTMB, il s'en allait faire le Tour des Géants, imagine-toi. Hi! 2 semaines après. Là, tu te dis, C'est... ben là, il y en a même qui ont fait la PTL puis qui ont fait le Tour des Géants en ligne. Fait que comment tu veux récupérer, comment tu veux perdurer dans le temps? Non, c'est de C'est pas l'usure possible. que tu ajoutes sur ton corps, là, c'est sûr. Exact. Mhm. En tout cas, hey, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Something better. Yeah.